Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis un petit peu stressée si je puis dire, parce que je reviens vers un type de vidéo que je n'avais jamais fait. De toute façon vous avez vu dans le titre encore une fois. C'est un type de vidéo que j'adore regarder, c'est un type de vidéo que j'adore, vraiment que j'adore. Et j'avais envie de vous partager un petit peu cette passion que j'ai pour le true crime, excusez mon accent, tout ce qui concerne un petit peu les tueurs en série, les disparitions, les enlèvements, je sais pas trop comment dire, les différents faits divers. Pour faire vite fait un petit tour de mon parcours, je me suis intéressée surtout grâce à deux filles de mon travail qui, si elles regardent ça, je les embrasse, c'est Sandra et Mylène, je m'intéressais, et puis en fait j'étais déjà une grande fan des faits d'entrée l'accusé, donc j'avais regardé déjà tous les faits d'entrée l'accusé, j'avais l'impression d'avoir un peu tourné en rond si vous voulez, et elles m'ont présenté l'univers américain. Principalement, notamment, j'ai commencé avec Jeffrey Dahmer et j'ai découvert un monde et je ne m'en suis jamais détachée en fait. Et j'ai regardé des tonnes de vidéos, j'ai lu des tonnes, attendez, excusez-moi, j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres. D'ailleurs, vous êtes posé sur des livres comme ça, j'ai vu plein de séries, enfin, j'adore, voilà. Donc j'avais envie de le partager. Je sais que ça peut être un petit peu difficile, d'ailleurs, pour les personnes qui sont vraiment sensibles ou qui n'aiment pas. Je vous invite vraiment à quitter cette vidéo. J'ai choisi aujourd'hui un fait divers français qui est particulièrement difficile. Donc j'attaque pas avec le plus simple, j'attaque pas non plus, je crois, avec le plus connu, peut-être en France, si. Mais j'avais envie de vous parler de cette histoire parce qu'elle m'a particulièrement touchée. Et j'aimerais bien en faire en fait une petite série de vidéos, parfois en soft spoken comme j'ai décidé de le faire là, et parfois aussi en chuchoté pour peut-être des histoires différentes à voir. Mais là j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire, ce fait divers, vous apporter peut-être mon point de vue, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, l'enquête, ce qu'il y a pu avoir, et peut-être vous expliquer moi ce qui m'a touchée. Bon après, c'est difficile de pas être touchée, mais voilà. Je voulais aussi vous dire, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Je pense que si vous voulez des détails sordides, on va dire, vous en trouverez facilement. Mais je voulais parler principalement de cette histoire, donc à savoir que j'ai écrit parce que c'est une histoire assez longue et surtout je voulais pas m'y perdre. Donc si je regarde un petit peu en bas, etc., m'en voulez pas, c'est ma première vidéo sur le sujet et je vais essayer de faire au mieux. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Si vous vous sentez pas trop bien, peut-être c'est pas la meilleure vidéo pour se sentir mieux. Moi, je vous le dis la vérité, j'accompagne cette vidéo d'un petit verre de Fitou. Voilà. Pour me donner du courage. Donc, je vais vous parler de l'histoire, l'enlèvement, la séquestration et les tortures de Ilan Halimi. Donc je sais pas si vous connaissez cette histoire. Je vais essayer de vous parler comme d'habitude un peu entre vous et moi. Et ensuite on verra. J'ai pas envie de vous faire... je vais vous décrire, mais comme je décrirai à des amis si vous voulez, parce que je me suis fait un peu le déroulé, mais j'ai pas envie de vous parler comme un reportage, comme un documentaire. J'ai envie qu'on en parle ensemble. Je vous raconte l'histoire tout simplement. Donc en fait, ce qui s'est passé, Ilan Halimi, c'est aussi connu sous le nom l'affaire du gang des barbares. Donc c'était en 2006. Tout
tout a explosé le 13 février 2006 quand une femme à Sainte-Geneviève-des-Bois a vu, en allant au travail, un homme nu le long des voies ferrées. Donc elle a tout de suite appelé, il était allongé dans les broussailles si vous voulez, elle a tout de suite appelé la police. Il y a un policier qui est venu sur place, qui a appelé très rapidement, les secours qui sont arrivés très rapidement. L'homme était nu, il était en partie brûlé, torturé, il avait énormément d'hématomes sur son corps et il était encore vivant. Donc l'ambulance, quand elle est arrivée, ils l'ont pris très rapidement en charge. Il a fait plusieurs arrêts cardiaques dans l'ambulance et il a fini par décéder. Donc voilà comment ça commence, pour vous placer un petit peu les bases. Cet homme, c'est Ilan Halimi. Il vient de subir 24 jours de torture. Voilà. On va pas rester là, bien sûr. Donc l'histoire débute réellement le 21 janvier 2006. Donc Ilan, tous les vendredis, va manger chez sa mère. Il est de confession juive, donc je crois qu'ils font Shabbat ensemble. Donc il y va tous les vendredis. Et à ce moment-là, ce vendredi-là, 21 janvier, il appelle sa petite amie après le repas avec sa mère et lui dit qu'il rentrera un petit peu plus tard parce que il va boire un verre avec des amis, voilà, tout simplement, un truc très simple, donc il n'y a pas de souci. En réalité, il va pas avoir des amis, il va avoir une autre femme qu'il a rencontrée quelques temps plus tôt dans sa boutique, qui est venue le draguer dans sa boutique, qui a pris son numéro de téléphone. Donc si vous cherchez des photos d'Ilan, c'était un jeune homme de 22 ans qui était comme charmant, il avait son charme quoi, apparemment c'était quelqu'un de très souriant, de très drôle, de très joyeux, et il était vendeur en téléphonie, et elle était venue le draguer directement dans sa boutique, et il allait la voir. Donc il ment à sa petite amie, mais il va voir un de ses amis juste avant de rejoindre cette fille, et il lui explique, il lui dit écoute, voilà, je vais voir la jeune fille qui est venue me draguer. Il avait décrit cette fille en la décrivant comme une jeune femme très belle, type orientale, grande, pas grande, mais cheveux noirs, très noirs, les yeux noirs, voilà, belle femme, très belle femme, donc il va la voir, voilà. Le lendemain, le 22 janvier 2006, sa copine n'a pas de nouvelles de lui, donc elle appelle un de ses amis, celui qui savait qu'il était avec une femme le soir, et cet ami se pose pas de questions, il lui dit bon, à mon avis, il a fini la nuit avec elle, donc bah voilà, il coupe court, on va dire, à la discussion. Malheureusement, le soir passe, plus personne n'a une nouvelle d'Ilan depuis 24 heures, à peu près. Il n'y a pas énormément d'affolement, mais voilà, c'est samedi, voilà, c'est comme ça. Le soir, la copine d'Ilan, elle reçoit un coup de téléphone. C'est un homme au téléphone qui lui donne une adresse mail et un mot de passe et qui lui dit en gros, si vous voulez revoir Ilan, allez sur cette adresse mail. Donc elle ouvre le mail et là c'est le début de l'horreur. Elle voit un mail, merci, avec écrit si grosso modo, si vous voulez retrouver Ilan vivant, faites-nous passer une rançon de 450 000 € et n'en parlez pas à la police. Et il y a aussi une photo qui accompagne cet email d'Ilan avec le visage entièrement recouvert de scotch avec juste 2 trous pour le nez, mais entièrement, vraiment sur tout le visage. Il est braqué comme ça sur la tempe et il tient avec des menottes comme ça un journal du jour pour prouver qu'il est bien, enfin pour prouver la date de son enlèvement. Donc Moni, donc sa petite amie, Moni appelle les proches d'Ilan et donc ils se retrouvent tous ensemble, ils sont plusieurs à ouvrir le mail, à voir ce qui se passe, ils se retrouvent et ils se disent voilà, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on appelle la police, est-ce qu'on les appelle pas, qu'est-ce qu'on fait quoi, parce que faut prendre une décision rapidement. Ils font le choix d'appeler la police, de les prévenir.
Apparemment il me semble qu'il y a un commissariat juste à côté de chez eux, donc ils vont les prévenir. Ils font ce choix et du coup c'est tout de suite pris très au sérieux évidemment par la police. Donc voilà pour ça. Ok, j'en bois un coup. Donc ils préviennent la police et là il y a une enquête de 3 semaines qui va se mettre en place. La famille de Dylan, ses proches, ont prévenu la police. Rapidement, les ravisseurs ils prennent contact avec les parents Dylan, notamment sa mère et son père. Du coup, il est décidé que c'est le père. Enfin, je crois que c'est les négociateurs. Enfin, c'est les ravisseurs qui ont voulu avoir un seul interlocuteur, et en l'occurrence, c'était le papa Dylan, donc qui s'appelle Didier Halimi. Et du coup, lui, il va être toujours encadré d'un policier et d'une enquêtrice pour ne jamais être seul. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs appels qui sont passés avec le père, entre le père Dylan Halimi et les ravisseurs. Les policiers font la demande au père de toujours garder le plus longtemps possible les ravisseurs au téléphone pour pouvoir identifier l'endroit d'où ils téléphonent, le téléphone, etc. Autre chose, ils ne veulent pas payer. Voilà. On part du principe qu'on ne paye pas la rançon. Donc il faut trouver d'autres solutions pour les retrouver. À savoir aussi que les parents d'Ilan Halimi ont très peu d'argent. Je vais revenir un petit peu après sur les raisons de pourquoi Ilan a. Ce qui se passe aussi, c'est que du coup, ils essayent absolument de retrouver les ravisseurs avec les numéros de téléphone. Malheureusement, ce sont toujours des cabines téléphoniques d'où sont passés les appels, et le temps de trouver la cabine téléphonique, d'y aller, etc. Ils sont bien évidemment partis depuis longtemps, les ravisseurs. Donc là, on se retrouve un petit peu dans une impasse. Ils essayent un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Et assez rapidement, grâce aux différents témoignages, notamment celui de son ami, Karim, il me semble, ils vont comprendre que Karim, ou les parents de Dylan, enfin la mère Dylan, n'était pas la dernière à l'avoir vu en vie, mais bien cette fameuse jeune fille avec qui il a eu un rencard. Donc ils vont essayer un peu de se tourner de ce côté-là, ils vont essayer de retrouver son numéro. Donc ils retrouvent son numéro dans les appels enfin vous savez, dans les relevés téléphoniques d'Ilan. Et quand ils retrouvent le numéro de téléphone, ils se rendent compte que c'est un numéro avec une carte prépayée. Donc même à l'époque, c'est louche d'avoir un téléphone prépayé. Ils se posent rapidement la question, et rapidement ils se disent que elle n'y est certainement pas pour rien dans cet enlèvement, pour essayer de contourner un petit peu la carte prépayée, parce qu'évidemment la carte prépayée ne permet pas de retrouver la personne qui utilisait le téléphone. Ils vont récupérer les relevés par contre de ce numéro, et ils vont se rendre compte que sur le numéro de cette jeune femme, il y a d'autres numéros appelés régulièrement, notamment un certain Marc qui a été appelé, je crois, autour de 30-40 fois les semaines, 2-3 semaines avant l'enlèvement d'Ilan. Donc ils vont retrouver ce Marc qui s'avère être un vendeur en téléphonie dans la même rue que la boutique où travaillait Ilan. Donc là on fait des rapprochements assez rapidement. Marc explique que une jeune femme est venue le draguer dans sa boutique, qu'elle était plutôt insistante et très provocatrice, qu'elle voulait absolument son numéro et absolument le revoir. Donc il avait donné son numéro, mais il l'a trouvé bizarre, donc il n'est pas allé au bout. Et on se rend compte et on se pose la question, et surtout c'est pas réellement une question, tout le monde se dit que finalement Marc est passé à côté
de sa probable mort, en tout cas de son enlèvement. Donc on met un petit peu les choses en place. Marc explique que la jeune femme qui est venue le rencontrer est une jeune femme blonde, les yeux très bleus, donc pas du tout le même type de femme que Ilan avait décrit à ses amis. Donc on se rend compte tout simplement qu'il y a plusieurs femmes et qu'éventuellement ça aurait été des appâts pour ces hommes-là. On a aussi un autre homme qui alors je sais plus comment, là j'ai un trou, et puis je me le suis pas noté, je le sais. Je sais qu'il y a un troisième homme qui est dans l'histoire, qui pareil s'était fait draguer par une jeune femme, et qui lui avait failli pareil se faire enlever. Lui il avait dit ça, hein, il avait dit j'avais failli me faire enlever, j'étais allée au rendez-vous, elle a dit quelque chose et j'ai failli me faire sauter dessus, mais je sais plus exactement ce qui s'est passé, il en a réchappé. Ce qui fait qu'on a 3 hommes dans l'histoire qui se sont fait kidnapper, Ilan, ou tentative de kidnapping, etc. Et on essaie de faire des rapprochements. Donc il y a plusieurs points communs. La première chose, c'est qu'ils sont tous les 3 vendeurs en téléphonie, qu'ils ont tous les 3 été dragués comme ça de manière en faisant du rentre-dedans par des femmes. Et la troisième chose, et ce qui est le plus important, c'est qu'ils sont tous les 3 de confession juive. Et l'homme qui s'était fait presque kidnapper avait bien entendu énormément d'insultes antisémites à son encontre, bien sûr. Et il l'indique bien sûr aux enquêteurs. Et là, on fait un lien et on comprend que Ilan a été enlevé principalement parce qu'il était de confession juive. Suite à ça, il y a un portrait robot de la jeune fille blonde qui avait fait du rentre-dedans à Marc, qui va être fait. Et il va être diffusé dans les médias. Donc c'est la première fois que les médias sont mis au courant, plus ou moins, de ce qui se passe. Mais en tout cas, le portrait robot sort dans les médias. Et quelques temps plus tard, il y a une jeune fille qui se présente dans un commissariat et qui dit « La femme du portrait robot, c'est moi ». Donc elle explique que y a un homme dans les HLM de Bagneux qui l'a embauché et a embauché plusieurs personnes pour enlever un homme juif parce que le but c'était de pouvoir soutirer de l'argent à sa famille, sachant que lui, très antisémite, pensait que juif égale argent. Et il avait dit même si de toute façon il n'a pas d'argent, de toute façon c'est pas grave, ils sont solidaires entre eux, ils trouveront forcément l'argent. Et d'ailleurs il a même menacé un rabbin en lui disant voilà, il l'a appelé, il a trouvé son numéro dans le téléphone de Ilan. Il l'a appelé, il a dit voilà, j'ai un juif, si vous donnez pas l'argent, je le tue. Enfin voilà. Donc tout ça, ça mène à pas grand chose, hormis qu'on a bien compris malheureusement les intentions et ce qui allait se passer pour Ilan. Et à côté de ça, on a Didier, le papa d'Ilan, qui reçoit des appels tous les jours, jusqu'à 30 fois par jour. 30 fois par jour. Pendant que son fils est enfermé. En plus, c'est très très dur pour son papa, c'est très très dur. C'est très dur pour lui, il l'harcèle, lui il peut rien faire, il essaye de réunir un maximum d'argent, donc il y a un moment où il arrive à réunir une partie de la somme, ils se donnent rendez-vous, mais au final ils le font pas, enfin c'est vraiment... Je vous épargne les détails, mais c'est vraiment une enquête qui mène à rien, c'est un échec complet. Il se passe rien en fait, ils n'arrivent pas à localiser, ils essayent de mettre des caméras dans certains cybercafés, ils essayent de placer
je sais plus comment exactement les cabines téléphoniques, mais à chaque fois ils arrivent trop tard. Ils arrivent à avoir une image sur une caméra de surveillance d'un homme, mais il est couvert jusque là. Il a une capuche, donc il est pas du tout reconnaissable. La femme du portrait robot dit également qu'elle ne connaît pas spécialement le nom. Voilà, c'est un petit peu décousu. Il se passe rien de probant, quoi, si vous voulez. Et à côté de ça, Ilan, de son côté, il subit les horreurs de ces geôliers. Ce sont des bourreaux. Le chef du gang des barbares est complètement frustré parce qu'il pensait que ça allait durer 3 jours. Voilà, il avait dit, ça c'est ce que j'ai oublié de vous dire, il avait dit vous me donnez les 450 000 euros avant 3 jours, dans 3 jours. Sauf qu'évidemment, 450 000 euros, voilà, ça se sort pas de la manche. Et puis de toute façon, voilà, c'était pas le but premier. Donc en fait, au lieu de 3 jours, donc à la base, il avait loué, enfin il avait un appart abandonné pendant 3 jours. Donc Ilan était dans cet appart à ce moment-là, et ensuite il était disponible que 3 jours, quoi, cet appartement, et du coup il a été descendu dans une cave où il faisait -3, où enfin c'est une horreur, vraiment. C'est là que j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais quand on sait ce qu'il a subi, Ilan, au total il y avait quand même plus de 20 personnes, hein. Il y avait des gens qui passaient régulièrement, ils faisaient chacun leur tour, ils le gardaient, il y en a qui le torturaient. Je vais vous donner quelques petites choses, mais il avait des marques de brûlure, de cigarettes, il avait une coupure de cutter sur la joue, il était tout le temps nu, il était nourri à des boissons protéinées, pendant qu'à côté il mangeait normalement. C'est une horreur ce qu'il a vécu. Il était dans une cave où il faisait -4. C'est une horreur ce qu'il a vécu, c'est absolument horrible. Tout ça pour de l'argent, tout ça aussi à cause de l'antisémitisme, tout simplement parce que très régulièrement il lui donnait pas de nom, il appelait ses geôliers, il l'appelait l'autre, il disait l'autre. Voilà, il n'était pas comme eux. Voilà, ils estimaient qu'il n'était pas comme eux. Et c'est effroyable. C'est effroyable, ça s'est passé en 2006. C'est un échec total pour moi de la police parce qu'ils n'ont rien pu faire. Ilan, il a souffert pendant 24 jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, donc le nom, hein, du chef de gang, c'est Youssouf Fofana, donc qui avait mis en place tout ça parce que voilà, il estimait que Ilan, c'était un juif, donc forcément il était riche, ou forcément il connaissait des gens riches et qu'ils allaient lui donner la somme. Donc je vous ai dépeint un petit peu ce qui a pu se passer pendant l'enquête, c'est-à-dire, au final, ils ont essayé des trucs, mais il n'y a rien qui a fait, Du coup, un jour, Youssouf, il a dit, c'est bon, ça marchera jamais, ça ne sert à rien, donc ils l'ont tabassé. De toute façon, il s'est fait tabasser pendant des jours, il se faisait tabasser. Dès qu'il y avait un refus, il se faisait tabasser, dès qu'il y avait... Voilà. Donc, c'est une horreur. Et ce qui s'est passé, c'est que Youssouf, au bout d'un moment, il en a eu marre, je crois. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passe dans sa tête à ce mec-là, à ce moment-là? Et il dit, allez, c'est bon, on va l'achever, on va le tuer, et on va le foutre dans la forêt, quoi. Donc, ce qu'ils font après l'avoir torturé pendant 24 jours, ils le lavent, ils le rasent. Quand je vous dis le rase, ça veut dire qu'ils le tondent pas, hein, ils le rasent au rasoir. Ils lui rasent la tête, ils le lavent à l'eau froide, ensuite ils passent un coup de white spirit pour enlever éventuellement les traces les empreintes. Donc ils le lavent au white spirit entièrement. Ensuite ils l'emmènent dans la forêt, ils le tabassent, et Youssouf dit qu'il veut l'achever. Et ce qu'il fait, c'est qu'il l'asperge d'essence et il l'enflamme. Il le brûle, quoi. Donc
il le laisse comme ça pour mort. Et c'est là que nous sommes donc le 13 février, 24 jours après l'enlèvement d'Ilan, et que une femme voit, comme je vous ai dit au début, un homme nu sur le bord des voies ferrées. Ilan a réussi à faire 150 mètres entre l'endroit où il avait été laissé pour mort et les voies ferrées pour essayer de trouver de l'aide après avoir vécu 24 jours comme ça, après avoir été brûlé, sous-nourri, le froid, en février, voilà. Et quand l'ambulance arrive, il est encore vivant, quoi. Il est encore vivant. Il fait 2 arrêts cardiaques et il meurt de cette accumulation, de cette malnutrition, de ce froid, d'avoir été brûlé. Apparemment, il était brûlé sur la plus grande partie de son corps, quoi. Mais il était encore vivant. Il était encore vivant. C'est-à-dire qu'il a tout subi, quoi. Il a tout subi jusqu'au bout. À côté de ça, on avait sa famille. Il y a eu des appels téléphoniques très réguliers. Il y a eu Youssouf, il avait pris des enregistrements d'Ilan qui disait maman, paye, s'il te plaît, j'en peux plus. Payez, faites tout. Sortez-moi de là, me laissez pas seule. Voilà. Et c'est une horreur. Et c'est très important d'en parler. C'est très important pour moi. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Et j'espère que, même si c'était un petit peu, je pense, brouillon et que j'ai essayé de faire comme je pouvais, je m'arrangerai pour les prochaines vidéos, mais pour moi c'était important d'en parler parce que l'horreur existe, l'horreur antisémite existe, raciste, fasciste. On tue des hommes pour leur religion et c'est absolument terrifiant. D'où la gravité aussi de véhiculer certains clichés, comme voilà, les juifs sont riches, voilà, c'est complètement con. Et ils ont fini par être retrouvés, ces hommes-là, Youssouf et toute la bande. Youssouf, il a pris 22 ans, il a pris perpétuité avec 22 ans de sûreté. Apparemment pour ça il a été complètement imbuvable, aucun remords, voilà. Il sera prêt à recommencer. S'il sort, il recommence, quoi. Et la fille qui a abordé Ilan, elle a pris 8 ans ou 9 ans. Et ensuite, il y avait 27 personnes qui ont été arrêtées. Et ils avaient entre 17 et 33 ans, je crois. Et ils ont tous pris entre quelques mois et du coup perpète. Donc un cas très grave et assez complexe. On voit aussi l'impuissance de la police. Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? C'est un petit peu compliqué. Le père, il était là. Enfin, comment on vit après ça? Moi, c'est quelque chose qui me terrifie et qui est pas très joyeux en ce réveillon de Noël, mais j'avais envie de vous en parler de ce cas. Aussi pour Ilan, qui a subi ces horreurs et qu'on n'oublie pas. Il faut pas oublier tout ça. Il faut vraiment que on oublie vite, on perd vite la mémoire et on se permet des choses, on oublie que les gens c'est des êtres humains en fait, enfin, on est tous des êtres humains. Et des horreurs pareilles, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Personnellement, elle m'a terrifiée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a terrifiée en imaginant le calvaire d'Ilan. À savoir qu'il y a un film sur YouTube qui s'appelle Tout de suite, qui est un film de Richard Berry, donc, qui parle de ça. Il y a un autre film qui s'appelle 24 jours, également, l'histoire d'Ilan Halimi. C'est vraiment une histoire difficile, mais c'est une histoire qu'il faut garder en tête. Voilà, je me répète, mais c'est important. Voilà,
Donc j'espère que ça vous aura intéressé et que vous avez envie d'en connaître d'autres. J'ai très envie de vous parler de tueurs en série, qui moi, c'est c'est une des choses qui m'a plongée. C'est un thème qui m'a plongée dans tout ce qui est fait divers, etc. True crime à fond. Voilà, j'ai des Jeffrey Dahmer, des Ted Bundy, des Ed Kemper, bien sûr. Voilà, faire peut-être une sorte de classement des pires. On a nos petits français aussi, enfin en tout cas nos francophones. On a Fourniret, on a Émile Louis, Guy Georges. Alors, on a du monde aussi de notre côté, des Belges. D'ailleurs, je crois que. Ouais, je sais plus. Les Belges, on a du trou. Hein. Voilà, donc si vous souhaitez que je vous parle de choses comme ça, n'hésitez pas, que je vous fasse un petit portrait. Ça sera encore différent parce que là, c'est vraiment un fait divers. Les tueurs en série, on pourra parler plus de psychologie des tueurs en série, ce que j'ai pu lire, ce que j'interprète moi aussi à ma façon de personne lambda. Voilà, ça sera différent, le format sera différent, c'est vraiment, on partira du tueur, alors que là je voulais vraiment parler de la victime. Voilà, c'est très important. On n'a pas, dans cette histoire, j'ai pas envie de trop parler des bourreaux, parce qu'en fait je comprendrais pas. Enfin, je comprends pas les tueurs en série non plus. Mais c'est pas pareil, quoi. Là, c'est Yamisa qui se montre après avoir parlé toute la vidéo. Je voulais surtout rendre hommage à Ilan. Et j'aimerais bien vous parler aussi, par exemple, de Stephen Avery, qui a un beau documentaire sur lui, mais qui est à nuancer, je pense. Making a Murderer. Voilà, il y a plein de choses. Donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous pensez de l'histoire, de comment je le raconte. Promis, je vais m'améliorer, donnez-moi vos conseils pour m'améliorer. Peut-être essayer de structurer un petit peu mieux, ou alors pas du tout structuré. Là, j'avais à moitié structuré, à moitié pas structuré. Je pense qu'il faut que j'y aille comme ça, quoi, à la limite. Et voilà. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.